Ah, ça sent la vidéo très longue avec des sujets bien glissants ça. Pour un premier épisode, ça va peut-être pas être le plus simple. Bonjour à tous, c'est Coxis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va retracer ensemble l'histoire d'une de mes marques de moto favorites, la marque bleu et orange, j'ai nommé KTM. Cet épisode, comme tous les prochains de cette série, ne se veut pas exhaustif. Retracer presque 100 ans de l'histoire d'une marque sans faire une vidéo de 2 heures, c'est juste pas possible, donc on va se concentrer sur l'essentiel. Pour ceux d'entre vous qui seraient pas du tout familiers du milieu de la moto et qui ne connaîtraient pas du tout KTM, on parle d'une marque de moto autrichienne qui s'est notamment beaucoup fait connaître dans le tout-terrain. Mais ça n'empêche pas la marque d'aujourd'hui être très populaire également pour des motos de route, notamment la KTM Duke, et avec quelques participations en MotoGP, mais ça c'est plus tard, reprenons depuis le début. Au début des années 30, un certain Hans Trunkenpolz, c'est absolument imprononçable donc on va l'appeler Hans pour des soucis de facilité, les plus malins d'entre vous l'auront compris, le bonhomme est autrichien. Au début des années 30, Hans monte un petit atelier de serrurerie, donc rien à voir avec la moto, dans la ville de Mattighofen. Ne me jugez pas sur les prononciations, c'est une ville en Autriche et je n'ai absolument aucune idée de comment le prononcer. Donc dans cette petite ville de moins de 10 000 habitants proche de Salzbourg, je sais pas du tout comment on prononce, c'est pareil. Bref, dans cette petite ville, Hans monte un petit atelier sans grande prétention de serrurerie. Et Hans se trouve avoir un certain attrait pour la mécanique. Il est pas bête, il comprend comment ça marche, il apprécie ça, et du coup, pour dépanner et pour arrondir les fins de mois, il va se mettre à réparer des voitures et des motos dans son petit atelier de serrurerie. Et notre bon vieux Hans, il se débrouille pas trop mal. Il se débrouille même plutôt très bien, et son atelier de serrurerie va passer au second plan pour laisser place à un atelier moto-auto, et il va se retrouver à être revendeur de certaines marques. Bon, la plupart de ces marques-là ont disparu aujourd'hui, mais on pouvait retrouver DKW, Puch, NSU, mais aussi Opel. Donc assez rapidement, Hans abandonne un petit peu son atelier de serrurerie pour devenir garage et concessionnaire de voitures et de motos. Il va faire tourner sa petite affaire pendant quelques années et on arrive dans les années 40. Bon, je vous fais pas un dessin de ce qui s'est passé en Europe et particulièrement en Autriche dans les années 40, mais le contexte fait que l'activité de Hans va se retrouver au point mort ou presque. Son seul avantage, c'est que c'est un atelier et concession et que c'est pas un constructeur avec des usines. Parce qu'à cette époque-là, les constructeurs se faisaient réquisitionner leurs usines pour fabriquer d'autres choses, généralement pas des trucs qui roulent mais plutôt des trucs qui explosent, n'est-ce pas Peugeot ? Et oui, petit rappel historique, l'Autriche a été annexée par l'Allemagne en 1938. Donc à cette période-là, sachant que le reste de l'Europe était plus ou moins en guerre avec l'Allemagne, dans les usines autrichiennes, autant vous dire que ça charbonnait pas mal pour soutenir l'effort de guerre allemand. Mais du coup, Hans, il a pas ce problème, et son activité est presque au point mort, mais quand même moins affectée que s'il avait déjà été un constructeur. Donc ça va continuer comme ça pendant la période de la guerre, et à la sortie de la guerre, l'Autriche est dans une situation vraiment compliquée. Déjà, il n'y a plus d'argent nulle part, tout a été utilisé pour soutenir l'effort de guerre du petit moustachu et il n'y a plus un shilling nulle part en Autriche. Et le shilling est alors la monnaie officielle en Autriche, on fait un petit cours d'histoire au passage, c'est pour moi, ça fait plaisir. Et en plus, depuis 1938 où l'Autriche a été indexée, ça n'a pas été vraiment reconstruit. Tout ce qui est usine ou matériel industriel a un petit peu été bombardé et détruit en 1938, et n'a été reconstruit que ce qui pouvait servir aux ambitions du petit moustachu. Donc globalement, il y a plus grand chose en Autriche à cette période. Et en plus, après la guerre, on pourrait se dire que ça va globalement, mais en fait, l'Autriche ne redevient pas indépendante. Et non, l'Autriche qui était indexée par l'Allemagne est désormais indexée par les forces alliées. Voilà, donc globalement, les Autrichiens se sont fait défoncer la gueule pendant plus ou moins 15 ans. Donc pour résumer globalement, tout est détruit, il n'y a plus d'argent nulle part, il faut tout reconstruire, et les gens n'ont pas d'argent, et donc cherchent des moyens économiques pour se déplacer. Et là, notre ami Hans, qui est franchement pas bête, va avoir une idée, celle de passer de concessionnaire à fabricant de motos. Alors, c'est pas le seul à cette période à avoir eu cette idée, c'est un petit peu la même idée qu'on a retrouvée chez Lamborghini, avec Ferruccio Lamborghini, qui lui s'est dit que pour reconstruire, ce qu'il fallait c'était des tracteurs, et qui donc a fait sa fortune là-dessus. Et donc en 1953, naît la marque KTM. KTM pour Kraftfahrzeug Trunkenpolz Mattighofen. Il n'y a aucune prononciation qui est bonne, je sais, mais les gars, c'est de l'autrichien, je ne parle pas autrichien. Mais globalement, ça veut dire véhicule à moteur, le nom de famille de Hans et la ville où se trouvait son atelier. Et tout de suite, Hans sort son premier modèle, la KTM R100. Une petite moto à moteur Rotax 2 temps de 98 cm3. Et cette moto répond vraiment à ce que les gens demandent, c'est-à-dire que c'est hyper économique, ça coûte rien à entretenir. En plus, ça a un petit charme, ça passe de partout, même sur les routes qui ont été défoncées par des obus par exemple. Et donc là on se dit que ça y est, Hans va faire fortune. Il a fait le véhicule dont les gens avaient besoin. Même le logo de la marque donne envie de l'acheter, il y a un petit tigre dessus, c'est quand même vachement sympa. Et qu'il va vendre des pelles et des pelles de sa R100.
Eh ben non, pas du tout, la R100 se vend correctement, mais sans plus, rien d'exceptionnel. Bah après, fallait pas s'attendre à grand chose, ok la moto est en soi cool et répond aux besoins des gens, mais on parle d'un nouveau constructeur qui est tout petit et qui est dans une toute petite ville au fin fond de l'Autriche. Mais ça va pas décourager Hans. Au contraire, lui ça lui a donné l'envie de devenir un constructeur reconnu et de vendre des motos à travers le monde. Donc le bonhomme il s'accroche, il va continuer, il va créer plusieurs modèles pendant plusieurs années, et aucun ne va vraiment rencontrer un succès commercial. Et là, Hans se dit que le meilleur moyen pour que sa marque soit reconnue et donc pour vendre plus de modèles, la meilleure pub possible pour un constructeur, c'est de s'illustrer en compétition. Quand une marque fonctionne en compétition, elle démontre son savoir-faire et elle donne envie aux gens de rouler avec cette marque. Donc si Hans arrive à s'illustrer en compétition avec sa marque KTM, alors peut-être que les gens voudront rouler sur des motos KTM. Mais cela dit, c'est pas très facile non plus parce que certes, il faut participer à la compétition pour pouvoir avoir cette pub, mais pour que la pub soit bonne, il faut surtout gagner. Et pour ça, Hans il va se pencher sur une discipline qui est pas très grosse mais qui commence à prendre pas mal d'essor dans ces années-là, le motocross. En 1953, Hans se lance en compétition et recrute un ingénieur avec lequel travailler sur ses machines. Cet ingénieur c'est Ernest Kronreif, encore une fois un autrichien donc vous m'excuserez pour la prononciation. Et au passage, on change donc la signification de KTM pour intégrer Kronreif dedans. Donc au lieu de véhicule à moteur, le nom de famille de Hans et derrière la ville de l'atelier, maintenant on va avoir le nom de famille de l'ingénieur, le nom de famille de Hans et la ville dans laquelle était le premier atelier de Hans. Et ces deux-là, ils sont pas mauvais, ils vont même assez rapidement gagner leur première compétition, alors en petite cylindrée, en 125 cm3, mais ça va suffire pour donner un petit peu de peps à la marque KTM et un petit peu de reconnaissance. Grâce à ça, KTM va passer la barre symbolique des 1000 motos vendues. Bon, en soi, 1000 motos vendues, c'est vraiment pas grand chose, mais en même temps, c'est beaucoup quand on part du principe que c'est deux mecs paumés au fin fond de l'Autriche. Donc, du milieu des années 50 jusqu'aux années 60, KTM va s'inscrire dans tout un tas de disciplines moto. Donc, il y aura évidemment le motocross, l'enduro, mais ils vont aussi faire de la route, du circuit, bref, ils s'inscrivent un petit peu partout dans l'espoir de se faire un petit peu reconnaître. Alors ils s'inscrivent toujours dans des petites catégories, on va pas aller chercher le haut du panier tout de suite, mais globalement leurs participations sont plutôt couronnées de succès. Notamment à la fin des années 50 avec un certain Erwin Lechner au guidon qui va ruiner la compétition. Donc on arrive dans les années 60 et chez KTM, c'est la merde. Mais genre vraiment la merde. Déjà à ce moment-là, le pays traverse une crise industrielle qui va plus ou moins s'étendre à toute l'Europe. Donc il n'y a plus aucune moto qui est produite, ça sert à rien, les coûts sont devenus beaucoup trop élevés pour les produire et les gens n'ont plus les moyens de se les payer. Ensuite en 2 ans, c'est les deux actionnaires, donc Hans et son ingénieur, qui vont décéder coup sur coup. Bref, à ce moment-là, ça sent vraiment pas bon pour KTM. Et parfois c'est quand on est dos au mur qu'on trouve les meilleures solutions et qu'on va le plus loin. Et oui, c'est dans cette période où tout semblait perdu que KTM va se relever, entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle dynamique, et devenir une marque reconnue à l'international. Pour ça, la marque va faire toute une série de choix qui va vraiment changer son histoire. Si les motos se vendent plus, alors faisons autre chose, et KTM va choisir de faire des scooters. Oui, KTM a fait des scooters, notamment le KTM Pony. Un petit scooter moins cher qu'une moto, plus facile à utiliser, plus facile à entretenir, et surtout, quelques années plus tard, KTM va sortir le KTM Comet, un cyclomoteur à mi-chemin entre une mobilette et une moto. Parallèlement à ça, le fils de Hans va reprendre la direction de la marque suite au décès de son père et va décider de se diversifier. On avait déjà fait des motos, ça se vend plus. Le scooter c'est bien mais c'est pas ce qui fait gagner le plus d'argent. Notre petit cyclo, le Comet, se vend pas trop mal, il va falloir faire plus de chiffres et pour ça, on n'a qu'à utiliser nos compétences en ingénierie pour produire des vélos. Après tout, à l'époque, les motos, c'est vraiment des sortes de vélos sur lesquels on a mis des moteurs. Donc si on sait faire des motos, et qu'elles sont plutôt bien, si on enlève notre moteur, globalement, il reste un vélo qui devrait être plutôt bien. Donc ça coûte pas trop cher, essayons ça. Bon, et puis pour les quelques motos cyclos qui nous restent au catalogue, pour faire de la pub, la méthode de la compétition, ça avait l'air de pas trop mal marcher, donc on va continuer là-dedans, et surtout on va se focaliser sur une discipline, l'enduro. Donc on va s'engager en enduro, on va gagner, et notre pilote phare, celui qui avait fait notre réputation à la fin des années 50, Lechner, on va lui donner la double casquette, il sera aussi responsable des ventes. Et aussi étonnant que cela puisse paraître d'avoir ces réactions-là quand on est au pied du mur avec l'entreprise et aux portes de la faillite, et bah ça marche. Je sais sincèrement pas comment c'est possible que ça marche, parce que miser tout son avenir sur la compétition, c'est une grosse erreur que plein de marques ont faite, parce que si vous gagnez pas, bah vous avez pas de rentrée d'argent, donc juste vous perdez de l'argent, ce qui est pas terrible quand on veut sauver une marque, hein. Et en fait, ça marche vraiment super bien pour KTM. Les déclinaisons du Comet qui sont engagées en compétition vont faire de très bons résultats, ce qui va pousser les gens à acheter des KTM Comet. Au point où KTM va vendre plus de 10 000 exemplaires de son KTM Comet. Donc d'une marque qui était réellement en train de mourir 2 ans avant, KTM en fait une marque qui vend plus de 10 000 exemplaires d'un modèle.
Et mieux que ça, les compétitions dans lesquelles ils s'engagent, c'est pas les petites compétitions qu'ils faisaient avant, c'est des compétitions beaucoup plus grosses, avec beaucoup plus d'enjeux, et puis surtout c'est des compétitions internationales. Donc il y a quelques personnes à travers le monde qui commencent à vouloir avoir des KTM en dehors de l'Autriche. Donc au début des années 70, KTM n'est plus la petite officine autrichienne, mais c'est réellement devenu une marque de moto reconnue. Plus de 400 personnes travaillent pour la marque, les moteurs sont maintenant fabriqués et ingénierés par KTM eux-mêmes. Et le pire, c'est que les moteurs qu'ils fabriquent sont franchement très bons, puisque la marque va continuer à s'imposer en compétition avec ses moteurs, et va même faire une performance plus qu'honorable à leur première participation au championnat du monde de motocross en catégorie 250 cm3. Donc là on est vraiment parti d'une marque qui était au plus mal, qui se dit qu'ils vont se lancer au maximum dans la compétition pour vendre. Ils le font, ils y arrivent, ils se décident à produire leur propre moteur pour la compétition, ce qui peut représenter un milliard de problèmes parce que quand tu sais pas faire des moteurs et que tu commences à les faire niveau fiabilité, performance, etc., c'est généralement pas dingue au début. Mais là, ça marche. KTM vient de rentrer dans la cour des grands, s'impose en tant que champion d'Europe d'enduro en 1975 et fait de très belles performances au championnat du monde de motocross. Et de 1975 à la fin des années 70, KTM va continuer son expansion fulgurante. C'est dans ces années-là que la demande client à l'étranger va énormément augmenter puisque KTM est désormais une marque reconnue et les gens ont envie de rouler en KTM. Et grâce à cette nouvelle ouverture sur le monde et surtout à cette philosophie de toujours vouloir faire passer la performance avant le reste, quand bien même on perdrait des fois en confort et en fiabilité, KTM va vraiment se créer une grosse fanbase à travers le monde. Au début des années 80, c'est plus de 75% de la production de la marque qui est vendue en dehors des frontières autrichiennes. Donc KTM va continuer sa stratégie, s'imposer en compétition que ça soit en motocross ou en enduro, et il commence même à s'intéresser à une compétition un petit peu connue à l'époque, le Paris-Dakar. Bon, ok, il s'y intéresse de loin, il commence à s'engager un petit peu, ils font quelques participations, mais pour l'instant, pas de victoire au Paris-Dakar, les autres constructeurs sont plutôt tranquilles. En 87, KTM passe la barre symbolique des 100 000 motos vendues sur l'année. Et il se décide enfin à arrêter la production de scooters, il était temps. Et en 89, la marque est revendue et rachetée par un nouvel investisseur. On pourrait se dire que c'est top, il va pouvoir remettre des billets et continuer la compétition. Mais en réalité, ça va pas exactement se passer comme ça. Tout allait bien pour KTM, et 3 ans après son rachat, en 91, la marque fait faillite. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi une marque comme KTM, qui pourtant était vachement en vogue à l'époque, fait faillite comme ça d'un coup. Mais l'une de ces raisons, c'est la multiplication des activités. Depuis tout à l'heure, je vous parle que de l'aspect compétition et des motos de KTM. KTM ne font pas que des motos et de la compétition, ils sont aussi producteurs de pièces pour d'autres marques, donc notamment des radiateurs de moto. Ils ont continué leur activité dont on parlait tout à l'heure de production de vélos. Bref, KTM a énormément d'activités. Donc cette faillite, c'est aussi une opportunité pour KTM de diviser ses activités en plusieurs entités indépendantes différentes. Donc KTM Sport Motorcycle, l'entité chargée de la compétition et de la moto. Cette nouvelle entité va réutiliser l'image qu'avait acquis KTM au cours de toutes ces années pour en faire du marketing, ni plus ni moins. Ils ont la réputation de beaucoup gagner en enduro et en motocross. Eh ben on va continuer, on va mettre les billets qu'il faut, mais on va aller en motocross et en enduro, et on va gagner. Et par-dessus le marché, tant qu'à faire, puisque l'enduro et la motocross, on est déjà connus là-bas, autant aussi aller arracher quelques victoires en rallye routier. Pour ce qui est des modèles de série, on va garder les enduros bien énervés, puisqu'elles marchent déjà et qu'elles se vendent correctement, et puis surtout, on va ajouter une nouvelle gamme avec un nouveau modèle qui va devenir légendaire et indissociable de l'image de la marque, la KTM Duke. Je vous ferai peut-être un épisode dédié à la KTM Duke étant donné qu'elle fête ses 30 ans cette année. Mais en 94, quand la KTM Duke sort, elle a déjà un design qui est révolutionnaire. Et cette KTM Duke, elle va donner une image à KTM que KTM va garder jusqu'à aujourd'hui. Des motos performantes, prêtes pour la course, tranchantes, au design qui ne laisse pas indifférent. On peut adorer ou détester les designs KTM, mais dans tous les cas, c'est impossible de rester indifférent quand on en voit une. Ça ne laisse pas indifférent. Et la marque va vraiment garder ce double penchant jusqu'à aujourd'hui. À la fois des grosses performances en compétition qui lui permettent d'avoir une certaine crédibilité, et en même temps des modèles clients très racés. Et ça va lui donner une image quasiment unique dans le milieu de la moto. Une image qui va la différencier de ses concurrents. Je sais pas comment c'est possible sincèrement que ça ait marché. Leur stratégie depuis le début, c'est que quand ça va pas, ils vont en compétition, ils gagnent, ils rentrent, et ça marche. Sauf que t'es pas censé gagner si facilement en compétition à chaque fois. Enfin bref, dans les années 90, KTM va continuer son parcours en compétition, ils vont en profiter pour racheter une marque de moto qui s'appelle Usaberg, une petite marque sur laquelle je ferai peut-être un épisode un jour. Et Usaberg, c'est une marque qui a pas grand chose d'exceptionnel, on se demande un petit peu pourquoi KTM voudrait acheter ça, sauf une chose, une certaine expertise et connaissance en suspension. KTM va donc racheter Usaberg
absorbé leur département de suspension qui s'appelle White Power Suspension et le renommer tout de suite WP pour des raisons évidentes, et c'est désormais ces suspensions WP qui équiperont les modèles KTM. À la fin des années 90, KTM présente leur nouvelle moto, la LC4 Adventure, une moto qui a des ambitions de voyageuse. Mais pour être crédible sur ce nouveau segment de moto aventurière prête à tout, il manquait une chose à KTM, une compétition qu'il n'avait pas encore gagnée. Je vous en ai parlé, le Paris-Dakar. Et oui, au début des années 2000, KTM est extrêmement impliqué dans la compétition. Il gagne en rallye, il gagne en enduro, il gagne en motocross. Il n'y a qu'une discipline où ils n'arrivent pas encore à gagner, à éclater tout le monde, c'est le rallye raid avec ce foutu Paris-Dakar. En 2001, KTM arrive sur le Paris-Dakar avec une ambition, montrer aux autres constructeurs que le rallye raid, maintenant, c'est leur domaine. Et KTM réalise l'exploit en 2001. Une quintuple victoire au Paris-Dakar. Et si BMW et Honda arrivent à prendre 3 places dans le top 10, KTM en aura 7, dont les 5 premières. Et d'ailleurs, faire du rallye raid, ça n'empêche pas de faire les autres compétitions. Champion du monde d'enduro et champion du monde de motocross 125 cm3 la même année. Emballé, c'est pesé, vous voulez de la compétition, c'est KTM qu'il vous faut. De 2001 à 2019, KTM va ruiner le Paris-Dakar en remportant le titre 18 fois d'affilée. La seule année entre 2001 et 2019 où KTM ne va pas gagner, c'est 2008. Parce qu'en 2008, le Paris-Dakar n'a pas eu lieu. Sinon, KTM a écrasé la concurrence chaque année sur le Paris-Dakar. D'ailleurs, sur ces années-là, le Dakar va beaucoup changer en passant à la fois par le désert, les dunes, etc. mais aussi en passant un petit peu en Amérique du Nord ou sur d'autres continents. Et donc en traversant tout type de terrain, à la fois de la montagne, de la forêt, du sable, de la boue, tout. Le message est clair, vous voulez une moto capable de passer partout pour voyager, il vous faut une KTM. C'est insolent à quel point KTM a roulé sur la compétition pendant toutes ces années. Au cours de toutes ces années, KTM va continuer de faire évoluer leur modèle client. Maintenant qu'ils ont cette crédibilité grâce au Dakar, la gamme des KTM Adventure va continuer à s'étoffer et à s'agrandir et va évoluer au même rythme que les KTM Duke. Et du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, KTM va continuer à s'imposer en compétition, autant en motocross, qu'en enduro, qu'en rallye raid, bref, ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Et même en MotoGP, depuis récemment, KTM s'est engagé, ils ont eu quelques victoires, même s'ils n'ont toujours pas réussi à remporter le championnat. Quoi qu'on puisse en dire, le slogan « Ready to Race » ou « Ready to Race » à la française n'est pas volé. Mais bon, ces dernières années, KTM c'est pas que ça, et ils ont fait quelques dingueries. Déjà en 2007, ils pètent une durite, ils se disent qu'une moto à 2 roues, ils savent faire, donc que faire une voiture avec 4 roues, globalement, ça doit pas être beaucoup plus compliqué, et ils se pointent sur le salon de Genève avec ceci. Et ça va garder la même philosophie que les motos de la marque, parce que même si la KTM X-Bow est homologuée pour la route, quand on monte dedans, on sent que son ADN, c'est d'aller sur circuit pour faire de la course. Si un jour l'opportunité se présente, j'aimerais tellement pouvoir vous en présenter une sur la chaîne, tellement cette caisse est folle. Bon, et puis quitte à faire des trucs sur 4 roues, ils vont aussi présenter un quad la même année. Ouais, pourquoi pas finalement. Bon, et puis côté modèle de moto, KTM va continuer donc avec leur motocross, leurs enduro, ils vont même faire des motocross électriques. Pourquoi pas. Pour ce qui est des motos homologuées route, comme je vous disais, les gammes Duke et les gammes Adventure se sont vachement agrandies, vachement élargies, avec même l'arrivée de la Super Duke. Et puis par moment, ils vont nous faire quelques petites dingueries en sortant des motos très niches, comme la KTM RC8R en 2009, ou la KTM RC390 en 2014, qui est d'ailleurs encore au catalogue. Ça laissait peut-être présager l'envie de KTM de venir en MotoGP, pourquoi pas. Et puis surtout, ça laissait peut-être présager de la KTM RC8C. Un modèle qu'a présenté KTM, limité en termes d'exemplaires, pas homologué route, vraiment pour la piste, et qui est juste une moto incroyable. Bon, et puis puisque KTM a une petite expérience en super motard, ils vont continuer à en faire, notamment avec la 690 SMC R que la plupart d'entre vous connaissent, et ils vont aussi le faire via une de leurs marques, Husqvarna. Et oui, en 2013, KTM rachète Husqvarna qui appartenait alors à BMW, et arrête donc la production des quelques motos Husaberg qui sortaient encore. Husaberg et Husqvarna ont des histoires très liées et se ressemblent beaucoup sur beaucoup de points. L'une n'existerait pas sans l'autre, mais si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être un épisode dédié à ces marques-là. En 2017, KTM va signer une joint venture, donc une sorte d'accord, avec la marque de moto chinoise CF Moto. L'idée de cet accord, c'est que KTM va fournir leur moteur à la marque CF Moto et qu'en échange, CF Moto vont leur ouvrir les portes du marché asiatique, notamment grâce à de nombreux points de vente. Et cet accord va aller plus loin que ça, si KTM a profité de ça pour pouvoir s'implanter en Asie et fonctionne plutôt bien là-bas, CF Moto fait pareil maintenant et commence à s'implanter en France et marche plutôt pas mal. CF Moto, c'est une marque de moto chinoise hyper intéressante à suivre en ce moment parce qu'elle commence à faire de très belles ventes en France et il propose des modèles vachement intéressants à des prix très compétitifs. Et enfin, en 2019, KTM rachète la marque espagnole GazGaz, une petite marque qui est spécialisée dans les enduros et les supermodes comme KTM. Donc aujourd'hui KTM c'est 3 marques, KTM, Husqvarna, GazGaz. C'est quelques projets un peu dingues par-ci par-là, des motos complètement folles, des voitures complètement folles, pourquoi pas un quad, des motos toujours plus sensationnelles, voire excessives diront certains, des designs
toujours plus tranchants et qui font toujours plus polémique, hein, n'est-ce pas la 1390 Super Duke que personnellement je trouve très jolie. Et à côté de ça, c'est toujours une marque hyper compétitive qui s'illustre toujours régulièrement en compétition et qui porte un message et une vision de la moto dans lequel beaucoup se reconnaissent. Fun, performance, radicalité et surtout, ne pas oublier que rien n'est impossible si vous êtes ready to race. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est un format qui vous plaît, petit commentaire, petit pouce bleu pour me dire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Le plus important, c'est Instagram et c'est de s'abonner à la chaîne YouTube. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour tous mes insomniaques. C'était Coxis. Ciao!